Bonjour, on se retrouve donc pour notre séquence dans notre série Portrait d'Alia, qui consiste donc à présenter les personnes francophones qui ont fait leur Alia ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de David Benichai. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait votre Alia en 2 temps. Oui, tout à donc fait. il va falloir parler un peu de ces 2 temps. Le premier temps, c'est quand vous aviez 16 ans. Tout à fait, en 1982. Comment ça s'est passé à l'époque? Cette alia de 16 ans, c'était une alia, j'imagine, de la foi, de l'élan vers Israël. Eh ben, disons que la foi et l'élan vers Israël, je l'ai découvert en arrivant ici. Personnellement, une histoire personnelle qui faisait que j'avais envie de partir à l'aventure et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à l'aventure. Mais pour moi, c'était aller à la découverte de quelque chose qui était pour moi un mystère. Mon identité juive était un mystère. Ma famille était une famille algérienne, très assimilée, pas du tout en lien ni avec la tradition juive, ni avec Israël. Et quelque chose a commencé à me travailler au moment de la bar mitzvah et au moment où il y a eu la série Holocauste. Moi, juif d'Algérie, qui me trouve confronté à une histoire qui m'émeut, j'ai 12 ans, et les questions commencent à me travailler. Et les questions de mon identité me travaillent à ce moment-là. Et à 16 ans, dans un moment où j'en ai un peu marre de ce qui se passe, je prends mes clics et mes claques et je pars au lycée français à Jérusalem. Et je découvre ce pays, et je découvre mon identité, et je découvre ce qu'est le judaïsme à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose qui précède, mais c'est quelque chose vers lequel je vais, parce qu'il y a un mystère que je veux lever. Voilà, c'est une démarche un petit peu étrange, mais... Et vos parents, comment réagissent-ils? Mes parents étaient séparés, c'était un peu compliqué. C'était pas simple, surtout pour ma mère. Et pour mon père, la relation n'était pas simple. Mais c'est ton choix, vas-y. J'imagine pas aujourd'hui mes gosses à 16 ans dire je me barre, je fais une nouvelle vie. Mais à l'époque, c'était... Alors, comment ça se passe à 16 ans quand on part comme ça? Comment on fait quand on arrive ici? Est-ce vous aviez évidemment quelques moyens, j'imagine, pour démarrer, mais oui, non, mais il fallait quand même se retrouver. Alors, j'étais immigrant, il y avait un cadre, il y avait le lycée français de Jérusalem, j'étais à l'internat, il y avait le Noir Hatzioni, qui était l'organisation qui accueillait les mineurs en Israël, qui pourvoyait... donc moi, j'étais pris en charge, nourri, blanchi, logé, et avec la possibilité de suivre un cursus à l'école, en première, terminale. Et c'est des années formidables, c'est des années de découverte, de voyage, on fait du stop. C'est un peu hippie Israël à ce moment-là. Il y a un côté un peu brut, mais en même temps très idéaliste, très... donc on part avec des copains, on se balade dans le pays, on va dormir, ce qui est plus possible aujourd'hui, mais on dormait sur les plages à Tel Aviv. Voilà. Et il y a un côté romantique, de découverte, d'aventure romantique que je vis à ce moment-là, en même temps que mes études au lycée français. Et cette première phase, quand vous partiez, vous êtes parti avec l'idée de rester, ou c'était juste pour passer un an? Non, j'allais à la découverte, donc je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, de mon point de vue, je venais découvrir. Il m'est arrivé quelque chose d'étonnant, parce que je le rapproche de la façon dans les psaumes dont on tombe amoureux du Shabbat. Le Shabbat devient la mariée. Il y a un rapport comme ça. Moi, je dois dire que, et c'est la raison pour laquelle je suis là encore aujourd'hui, je suis revenu, mais moi, je tombe en amour de ce pays. Déjà parce qu'il apporte des réponses à des mystères que je traîne depuis gamin, mais j'adore l'énergie de ce pays, j'adore me promener dans la nature, on va dans le désert, on va dans le nord, on va en Galilée, je vis quelque chose de quelque chose d'un petit peu, un peu bizarre, mais je tombe en amour de ce pays. Et j'y découvre tout. J'y découvre la tradition juive. J'ai un directeur de l'internat qui est un personnage que j'adore. J'ai un professeur à l'école de physique qui est un homme extrêmement érudit. Et c'est des gens qui vont abreuver ma soif de connaissance tout ce temps où, finalement, ce judaïsme-là intérieur est quelque chose de mystérieux, transmis par mes parents, un petit peu comme ça par hasard. Et là, tout d'un coup, je mets du sang, je mets des mots sur ça. Et c'est ça que je vis, à 16 ans, voilà. À côté, voilà, des copines, des machins, de la vie. Alors, cette première alia, on va l'appeler comme ça, va durer 10 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, de 16 à 26 ans. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après donc, votre arrivée, le fait que vous avez continué vos études et vous avez fait l'armée? Tout à fait. À l'époque? Donc oui, effectivement, déjà, après mon bac, continue l'université. J'ai rencontré, c'était l'année préparatoire, donc ce qu'on appelle la Mechina. J'ai rencontré mes amis. Notre encadrant à l'époque était Denis Sherbit, pour ceux qui le connaissent. C'était notre madrir, comme on dit. Et c'est là où il y a une grande amitié qui se crée. Ce sont des amis, on est amis depuis plus de 35 ans maintenant. Il y a toute une bande de copains qui se retrouvent, qui rêvent des choses, qui rêvent. C'est un moment où le pays est vibrillonnant. L'espoir de paix, on est après la guerre. Quand on est en fin de guerre du Liban, c'est Shalom Arshav qui émerge. Et on vit ça en direct, toute cette bande d'amis. À l'époque, je voulais faire médecine, les choses ne se passent pas comme je l'entendais. Et je rentre à l'armée. Et évidemment, dans cette espèce de discours un peu romantico-héroïque, je rentre dans une unité de Givati, une unité d'élite de Givati. On va dire que très vite, le rêve devient un peu le cauchemar. C'est-à-dire que par malchance, je rentre et sur 3 ans d'armée, je vais quasiment passer un an et demi de ma vie à Gaza. Et là, il y a un moment de désamour qui se crée, parce que je ne comprends pas ce que je fais là, je ne comprends pas. Je suis infirmier, je suis dans une unité d'élite, mais je suis infirmier, et je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Je ne comprends pas le fait qu'on occupe une population, qu'on doit la... donc c'est un moment difficile pour moi, et je crois qu'aucune personne dans ce pays, même si on se le cache, ces salaires sont tough comme ça, sont durs, on ne reste pas, les choses ne glissent pas sur nous. Quand on fait quelque chose qui n'appartient pas à ce temps, à ce moment, c'est-à-dire on est au XXIe siècle, sauf dans des endroits reculés de la planète, on n'a pas de relations pacifiées, c'est ce qui nous arrive ici. Alors je ne dis pas qu'on en est nécessairement... on n'a pas produit ça, mais enfin le fait de venir ici avec des Arabes fait que ça crée un conflit qui dure et qui fait qu'on confronte, même encore aujourd'hui, à cette violence. Et moi, à ce moment-là, je découvre ça, avec mes valeurs européennes, et c'est un moment qui m'a marqué profondément. Et vous pouviez en parler à l'époque Très compliqué. Oui, c'était un peu... Vous rentrez comme sensation. Ouais. Et vous êtes cependant resté, évidemment. Je suis cependant resté, et c'est vrai que... alors après, il y a eu plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont propres à ce que je vivais ici, puis des raisons qui étaient propres à ce que ma famille vivait en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, j'ai, en 91, fin 91, je suis rentré en France après la guerre du Golfe. C'est-à-dire que j'ai vécu, comme tous les Israéliens, la première guerre du Golfe, avec tous les scuds qui tombaient sur le pays. C'était un grand moment de solitude. Et surtout, je commençais mes Melouim et j'avais peur, puisque je refusais mes réserves. Et j'avais décidé que je refuserais d'aller dans les territoires. Pour moi, c'était après ce que j'avais vécu, pour moi, c'était terminé. Et puis, je terminais ma licence de psycho, et puis j'avais mes études à poursuivre en France. Donc, j'avais cette option. Beaucoup de choses ont fait que je me suis éloigné et je suis parti vivre en France. Alors, en fait, c'est une décision qui est le résultat d'un ensemble de facteurs. Oui, tout à fait. Plus que d'une décision ou d'une occasion. Comment vous l'expliquez? Il n'y a pas de désamour profond vis-à-vis de ce qu'est ce pays et le rôle qu'il y joue et le fait que c'est l'endroit où les Juifs doivent être. C'est-à-dire que j'y ai vécu des moments difficiles parce que c'est une conjoncture auquel tous les Israéliens sont confrontés. On n'est pas nécessairement... on ne peut pas prendre sur nous la façon dont les Palestiniens en face de nous réagissent et les choix qu'ils font dans leur réaction, qu'ils soient à travers l'intifada ou qu'ils soient à travers des négociations. On ne peut pas choisir ça, c'est aussi leur liberté à eux face à nous. Mais moi, personnellement, j'étais marqué et j'avais besoin de prendre l'air. Et à ce moment-là, plein de raisons ont fait que... D'ailleurs, j'étais venu en France. Et puis, pour moi, je venais terminer mes études de psycho en France, de psychoclinique. Donc, pour moi, c'était clair. Je venais passer 2-3 ans en France, puis je revenais en Israël. J'allais prendre l'air, voilà. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, non. Donc là, on est en 92 à peu près. Vous revenez en France. Voilà. Et vous y restez jusqu'en... Avant de revenir ici. Jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. Voilà.
Donc ça fait encore plus de 20 ans. 20 ans, ouais, plus de 20 ans. Alors, comment ça se passe en France, le retour en France, revenir dans un autre climat, remettre le manche dans l'autre sens? Est-ce que vous avez vécu vous êtes déshabitué de la vie israélienne pour revenir en France? Est-ce que ça n'a pas été aussi dur de s'adapter en France à nouveau? Si, mais j'étais à ce moment-là, c'était une autre aventure que je vivais, une aventure intellectuelle, c'était mes études, donc j'étais à Jussieu, à Censier, j'avais mon meilleur ami qui était avec moi, qui faisait ses études avec moi, qui a aussi eu le même parcours. Beaucoup de jeunes ont vécu ça, beaucoup de jeunes ont vécu ces moments de façon extrêmement difficile, que ce soit la première intifada ou la deuxième intifada, sont des moments marquants. Quand on a toute sa famille à l'extérieur, parfois c'est difficile de poursuivre. Et donc il y a des moments de pause, et ça existe. Beaucoup de mes amis, la moitié de mes amis de 1984 ont fait des allers-retours avec l'étranger. Donc cette respiration, elle existe encore. Des Israéliens qui ont besoin, on le voit après l'armée, des jeunes qui partent 1 an, 2 ans voyager à travers le monde, et certains qui vont aller travailler 2, 3, 4 ans. Donc cette respiration, et donc je m'habitue, mais je suis dans un microcosme d'études, je travaille à mi-temps, et je fais mes études à côté de ça, et je travaille à ce moment-là dans la guise de vacances du Fonds social. Voilà, avec Jean-Charles Zerbib, avec qui je sympathise beaucoup, et voilà, et je travaille à mi-temps, je m'occupe de colonies de vacances pour les enfants juifs, et puis je fais mes études. Voilà, et après, vous avez votre vie. Voilà, après j'ai ma vie, après voilà. Ça fait... Mais c'est vrai que le programme de ces années-là, c'était je reste attaché à une action pour les juifs parce que je m'occupe de gosses que j'envoie en colo, tata, et puis je fais mes études. Et puis tout ça, ça a une vocation, me ramener en Israël. Il y a une chose qu'on ne comprend pas forcément bien Oui. quand on vous écoute, c'est qu'il y a un tel enthousiasme de cette identité retrouvée ici, dont vous nous parlez dans cette première période, et après, ce besoin d'aller respirer ailleurs, de prendre l'air, de sortir de cette ambiance qui est pourtant qualifiée d'être d'une ambiance particulièrement adaptée à l'identité. Oui. Donc, comment vous expliquez cette dualité-là chez les Israéliens, pas seulement chez vous, mais on a l'impression que c'est plus général. Les gens sont bien ici, mais ils ont besoin aussi de sortir, souvent de prendre l'air. Ouais, mais enfin, il faut bien voir. Je crois qu'on peut mettre ça en parallèle au paradoxe, à l'un des paradoxes de cette société. C'est une société qui est extrêmement avancée, c'est-à-dire ses universités, ses centres de recherche, la conscience qu'il y a. Donc, on voit bien que c'est un pays occidental, profondément occidental. Et puis, par d'autres aspects, c'est un pays occidental qui est en situation de conflit. Et donc, qui rappelle, quand on est en conflit, on rappelle des pulsions plutôt primaires, de guerre, de destruction. Donc, et je crois que ce besoin de respirer, il est lié parce que l'ambiance peut être pesante ici. Elle l'est en ce moment dans les élections, on voit. Il y a vraiment un tiraillement, une situation de tension entre le fait de tendre à être... à produire des chercheurs, des scientifiques d'un très haut niveau, que ce soit en économie, que ce soit en médecine, où Israël est un des pionniers en biotech, par exemple. Donc il y a dans ce pays à la fois cette capacité à innover, à se projeter à l'avant, cette envie, cette formidable envie de découvrir, d'avancer dans beaucoup de domaines scientifiques, artistiques, musicaux, etc. Et puis d'un autre côté, il y a une réalité qui nous ramène à des choses extrêmement basiques, la sécurité, crainte pour ses enfants, qui en Europe courent en plein milieu de la nuit à 3 h du matin dans un endroit protégé pour pas que ses enfants prennent une roquette sur la tête. C'est ça Israël, c'est extrêmement tendu. On est à la fois, on aspire à être une société moderne, jeune, qui sort avec des boîtes de nuit, avec cette ambiance effervescente. Et puis à côté de ça, il y a une réalité du conflit qui est là, présent, et qui se rappelle à notre bon souvenir suffisamment régulièrement pour que ça puisse créer des ras-le-bol et de la fatigue. Alors on revient à l'histoire de David Ben Ishai. Exact, finalement, c'est ça, tout à fait. Il y a une alternance. Là, en France, c'est David Ben Ishai, en Israël, c'est David Ben Ishai. Voilà. Nous étions dans la phase Ben Ishai jusque
ces dernières années, donc 2015, c'est ça? Oui, tout à fait. Où là, à nouveau, ce besoin d'Israël se fait sentir, vous décidez de repartir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau moment d'Alia, Alors, cette deuxième Alia? Ouais, premièrement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on s'est rencontrés avec Judith, avec ma femme, c'était le projet. C'est important, hein, un couple, on a un projet. On se retrouve, on s'aime, et on a un projet. On n'a pas juste le projet d'avoir des enfants, une belle maison, etc. On a le projet de repartir en Israël. Donc ça, c'est quelque chose qui nous soude dès le départ. Elle était dans sa disposition au départ. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que j'arrive en France, et elle est sur le point d'étudier à Shenkar, l'école de design à Tel Aviv. Elle est acceptée en deuxième année, donc directement, elle va faire l'école des arts appliqués à Paris, mais elle est sur le départ. Donc vous la C'est ça. rattrapez. Et moi, je lui dis non, on va y aller plus tard. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une promesse ici. Et donc, c'est structurant. Cette alia-là, elle fait partie du projet de notre rencontre, de notre couple. Donc voilà, on va y aller. Et d'ailleurs, les choses sont orientées de cette manière. Je suis psychologue clinicien à ce moment-là. Je commence à travailler. Je travaille dans une association, certes juive, où je m'occupe de gens malades du sida. On est dans le milieu des années 90. Des gens qui sont à la rue, malades du sida, des toxicomanes, etc. Et petit à petit, après je vais travailler à l'université de Nanterre, mais petit à petit, je fais le choix d'abandonner une partie des choses qui me passionnent pour travailler au Fonds social. Quand je rencontre en 2004 David Saada et qu'il me dit vous êtes prêt je rentre au Fonds social, je dis je suis prêt à renoncer, je viens travailler dans la communauté parce que la communauté doit me ramener en Israël. Ah. C'est ça. C'était ça le deal. Le deal. C'était, je rentre, je veux bien travailler. J'avais 38 ans, je prenais la direction du plus gros département du Fonds social, l'action sociale juive. Mais pour moi, dans ma tête, c'était, j'avais les compétences pour le faire parce que, en tant que psychologue, j'avais travaillé avec des institutions, donc je connaissais bien le fonctionnement des institutions. Mais pour moi, l'idée, c'était de me ramener en Israël. Parce que l'idée de partir, comme ça, vous étiez un couple, des enfants. Ça devient plus compliqué. On a eu premier enfant, on n'était pas... Et puis ma femme avait sa carrière aussi. Elle est journaliste, dans la presse féminine, presse d'écho. Donc elle était elle-même engagée dans quelque chose. C'est pas... donc le moment est venu à quel moment précisément? Il y a eu après 10 ans, c'est une période relativement... j'ai eu l'occasion de me former à Sciences Po. J'ai fait un master à Sciences Po sur la sociologie des organisations, mais les professeurs que j'ai eus là-bas étaient essentiellement des économistes du mouvement Attaque, plutôt écolo, et donc j'ai beaucoup travaillé la question environnementale, sociale, les questions d'innovation sociale et environnementale dans les institutions, au niveau de l'État, au niveau des associations. Et ça a été pour moi, et paradoxalement, c'est cet élément qui m'a mis à distance du Fonds social et de ce vécu communautaire dont j'avais vu les limites. Le judaïsme communautaire, j'en avais vu les limites, et quelque part, il ne répondait plus à mes aspirations. Et ce moment d'effervescence intellectuelle m'a permis de réouvrir mon horizon et de dire à ma femme, écoute, c'est le moment. Ce que je ne dis pas, c'est qu'on avait un petit garçon qui a une maladie génétique et qui est malentendant. On était inquiets pour son niveau de langage et on a attendu. On a attendu beaucoup d'années. On voulait que le français soit structuré chez lui, on voulait qu'il soit prêt. Et donc, effectivement, quand on a senti que notre petit garçon était prêt au niveau de son langage, que le français était bien ancré, c'était ce qu'on appelle le langage socle, il fallait qu'il ait ça. Et on s'est dit, bon, on n'a pas d'inquiétude, on était quand même très inquiets d'eux. Et donc on est parti. Dans ce moment de transition, à la fois intellectuelle, à la fois de projet, et c'est vrai que j'arrive en Israël avec une idée, un sionisme qui m'est très particulier, c'est un sionisme écologique. Je venais ici, et pour moi, ce qu'il y a à y faire aujourd'hui, ça concerne essentiellement les questions sociales et environnementales. C'est pour moi ça, voilà. Il y a la question du conflit avec les Palestiniens, ça, mais pour moi, l'urgence en Israël sont autour des questions sociales et environnementales.
Et je reviens avec un autre regard et une autre énergie qui n'est pas identitaire sur moi-même, qui suis-je, etc., mais qui est comment je contribue ici, pour moi, à rajouter une petite pierre à l'édifice du sionisme. Voilà, c'est une pierre verte dans l'édifice du sionisme. Voilà, pour moi, c'est... On va tout à l'heure aller à cette manifestation, parce que c'est aujourd'hui pour le climat. La marche pour le climat. La marche pour le climat. Pourquoi l'environnement ici vous paraît si important que cela? La question environnementale, bon, sociale, on comprend mieux, effectivement, peut-être. Environnementale, c'est particulier ce qui se passe en Israël au niveau de l'environnement? Dans ma façon de voir les choses, pour moi, les questions sociales et environnementales ne sont pas deux questions. Ce sont une seule et même question. De mon point de vue, il y a une seule et même question. Je crois que l'État d'Israël est dans le mainstream, dans la rue israélienne. Je crois qu'on est dans cette dynamique qu'on a connue en Europe, des 30 glorieuses, de la consommation à tout crin, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des réalités en Israël sur la pollution de l'air, il y a des réalités sur la malbouffe, sur l'agriculture, sur les pesticides. Il y a des réalités en Israël où il n'y a pas de suffisamment. Il y a des associations avec une grande conscience, on a un ministère de l'Environnement qui est superbe, mais ce n'est pas dans l'agenda politique. Vous allez voir n'importe qui aujourd'hui, on est dans cette période, à 10 jours, 11 jours des élections, personne ne met dans son agenda les questions environnementales. Et pourtant, en Israël, les questions environnementales, c'est un petit pays, c'est dense, sont directement liées à des questions de santé. On n'appartient pas à l'Europe, il n'y a pas de décret de législation au-dessus de notre tête pour nous dire ça on consomme, ça on ne peut pas consommer, les bonnes pratiques de l'alimentation biologique, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est un peu la jungle de ce point de vue-là. Et surtout la conscience, il y a un gros travail à faire pour amener, parce qu'il y a des enjeux de santé publique. Je crois qu'on parler d'environnement, c'est parler d'enjeux et de réchauffement. C'est un pays qui est à cet endroit de la planète qui va subir de plein fouet le réchauffement climatique. On doit se préparer à des échéances qui sont liées au climat et qui vont changer. Imaginez, pays qui va se réchauffer, il y a réchauffement climatique, en même temps il y a une augmentation massive de la population, ça crée des conditions de densité, qui nous obligent à envisager les questions sociales et environnementales de façon préventive pour notre société. Est-ce qu'il y a une manière juive de faire de l'écologie? Alors, l'écologie, moi je pense que c'est probablement un des thèmes qui est le plus en articulation avec le judaïsme. C'est pas toujours ce qu'on peut ressentir de l'extérieur. Non, parce qu'effectivement, en France, il y a un schéma assez caricatural, c'est-à-dire qu'on a les mouvements écolos qui sont plutôt souvent rapprochés à l'extrême gauche, une extrême gauche qui a un discours quasi dogmatique sur Israël, donc tout ça. Et donc effectivement, le judaïsme diasporique français et l'écologie ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et aussi le judaïsme, par ailleurs, qu'on considère comme étant souvent, non pas du tout indifférent, mais ne mettant pas la nature comme principal objectif de sa pratique, qui justement prétend transcender ces phénomènes naturels par une éthique, par une manière d'être pour l'homme. C'est vrai, ceci étant, je trouve que si on s'attache quelques minutes à voir comment on perçoit la pratique de la cacheroute, il y a un rapport particulier. Évidemment, il part, de mon point de vue, de la façon dont on canalise les pulsions humaines. C'est-à-dire que toute cette ritualisation de la cacheroute, elle est liée aussi à la façon dont on va contenir la violence profonde, primaire qu'il existe dans l'être humain. Mais elle est aussi un rapport. Elle a aussi un rapport au monde animal. Alors évidemment, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, je préfère pas m'aventurer sur ce terrain parce qu'il y a débat. Mais je trouve intéressant, fondamentalement. Évidemment, je ne parle pas de cette écologie qui replacerait la nature en mère nature avec les tendances naturalistes comme ça, qui nous emmènent idéologiquement à des endroits qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que moi, c'est pas un truc tout bête, mais je me souviens, un des professeurs qui m'a marqué quand j'avais 16 ans, c'était mon professeur de physique, qui était un homme orthodoxe, très profondément humaniste, profondément ouvert, et il m'expliquait que
dans le judaïsme, par exemple, dès qu'on voit un beau paysage, dès qu'on sent une fleur, on fait une bracha, on fait une bénédiction. Il y a un rapport au monde, un émerveillement sur le monde qui n'est pas aussi caricatural qu'on pourrait le penser, qui est beaucoup plus subtil. Moi, je ne pense pas que le judaïsme est... Au contraire, je crois que le fait... les rapports entre les êtres humains sont liés aussi à la façon dont les humains, dans un environnement, sont capables de vivre et de construire leur vivre ensemble, leur contrat. Je ne vois pas de... Bon. Mais en Israël, le problème que l'écologie ne prend pas dans le mainstream, tout simplement parce que les Israéliens sont dans des moments de consommation, d'enrichissement, voilà, ce qu'on a vécu, c'est les années 80, 90, on consomme à tout crin, etc. Les Israéliens sont dans cet état-là. On voyage à l'étranger, on achète sa voiture, on est dans cette dynamique-là d'acquisition. La prise de conscience qui fait son chemin en Europe n'est pas encore là. Retour à David Ben Ishai, Aliyah 2. Comment ça se passe la deuxième fois, si je puis dire? Est-ce que tout est beaucoup plus facile ou est-ce qu'à nouveau, c'est une phase où il faut se retomber sur ses pieds et se réadapter aussi à une nouvelle société qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans avant? Alors oui, c'est aussi une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que on va dire que ma grande chance, c'est de maîtriser la langue, c'est de parler l'hébreu. Alors je ne le parle pas comme un Israélien natif, vraiment, mais je parle extrêmement bien. Donc, j'ai vécu 10 ans, j'ai étudié à l'université, donc j'ai un bon hébreu. Et ça, c'est un élément clé ici pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un élément clé pour suivre le journal, pour écouter la radio, pour comprendre. Et donc, ne pas, même culturellement, voir une émission drôle, ça paraît rien, mais ce sont des choses... Je parlais avec des amis qui ont fait leur alia plus ou moins entre 45 et 50 ans, et qui sont déconnectés. C'est leurs enfants, et ils le savent. Il y a une espèce de sacrifice culturel et social qu'on fait quand on arrive ici. Moi, j'avais cette chance de pouvoir très vite m'y retrouver. Par contre, la société israélienne, pour accueillir des compétences, des gens diplômés, c'est une autre paire de manches. C'est très compliqué, c'est très difficile. On dit que personne n'attend personne ici. Exact. Voilà. Exact. Et qu'il faut faire ses preuves. Exact. Et que ce n'est pas un diplôme qui va faire l'homme. Et c'est vrai, et on n'arrive pas ici, à 50 balais en cherchant du travail. Il faut être honnête. On a ou un job, ou on est indépendant, ou on a un job, on a une source de revenus du fait qu'on a un métier qui nous permet de voyager ou qui nous permet d'être indépendant. Mais c'est extrêmement difficile. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple d'arriver ici, de faire ses études, puis de travailler. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de Juifs qui ont fait leur alia, dans ces âges, ce qui n'est pas la majorité, mais dans ces âges, imposent quasiment, donc que ce soit des chefs d'entreprise, ma femme est chef d'entreprise d'ailleurs, fait l'aller-retour avec la France. Elle a une associée en France, ils ont une petite affaire, et donc une fois par mois, elle va en France travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Alia Boeing. Beaucoup de gens sont obligés, un des membres du couple, parfois les deux même, mais un des membres du couple, de garder des sources de revenus à l'extérieur. Et vous avez donc retrouvé et moi, effectivement, depuis un an. Depuis un an seulement. Voilà. Donc j'étais indépendant dans un premier temps, et par connaissance... alors c'est vrai que moi j'ai commencé, dès que j'ai quitté le Fonds social et que je préparais mon alia, j'ai commencé à m'intéresser aux questions sociales et environnementales dans le cadre des villes. Ça commence à réfléchir, j'ai toute une réflexion sur l'évolution de la démocratie moderne, etc. Et je sentais que la ville était une des choses qui commençait à me passionner. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai rencontré dans des colloques un garçon que je connaissais indirectement par ma femme, enfin mon histoire, et on a commencé à travailler et à faire le lien entre la France et Israël. Et moi, je me suis concentré sur ce qu'on appelle de faire de la veille technologique, sur tout ce qui est technologie propre, donc sur la question des startups et des nouvelles sociétés, sur l'eau, sur tout ce qui est énergie. Et donc, moi, mon travail, ça a été, en arrivant, en indépendant,
de commencer à repérer pour la France, donc pour les majors françaises, des grandes entreprises françaises ou des villes françaises, Montpellier, Marseille, qu'on a accueillies, où se trouvait l'innovation. L'innovation, moi, ma spécialité, c'était en matière environnementale, c'est-à-dire clean tech, c'est-à-dire des technologies propres. Et voilà, et pendant 2 ans, on a fait ce travail d'accueillir et de présenter à des entreprises françaises, des corporates, des grandes entreprises et des villes, qu'est-ce qui se faisait de bien, le mieux qui se faisait en Israël, comme dans le sud du pays, à Shalim, avec la centrale thermo-solaire. Donc notre boulot, c'était ça. Et puis éventuellement, d'amener à ce que des joint ventures se fassent entre des start-up et des grandes entreprises. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a 1 an, j'ai été recruté comme directeur de l'innovation à Kfar Saba, une petite ville de 120 000 habitants, dans le département du développement durable et de l'innovation. Donc je suis là où je rêvais d'être en 2014, quand je me projetais en Israël, en me disant, voilà, je vais être dans une ville et m'occuper d'environnement. Et donc par chance, peut-être par ténacité aussi un petit peu, je suis là où j'avais envie d'être, où je me projetais d'être il y a quelques années. Et est-ce qu'aujourd'hui vous dites, là, je suis à ma place, ouais, je suis dans mon identité, je reste là et je n'ai pas forcément besoin... Par rapport à Israël? Oui. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est ma 3e carrière, donc je suis un peu jeune dans ma 3e carrière, certes, mais oui, c'est très clair. Je suis là et alors c'est vrai que parfois ça peut être difficile, j'ai une grande fille en France qui fait ses études, il y a des tiraillements, mais pour moi, à aucun moment, depuis 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant, m'est venu ah mais quand même, bon, on va repartir en France, ce serait mieux. Non, pour moi, c'est clair, c'est l'aboutissement d'un parcours un petit peu comme ça. Donc je suis là, j'y suis, je fais ce que j'aime faire. J'aimerais évoluer dans ce que j'aime faire et avoir plus de responsabilités, mais bon, il faut accepter à 50 balais de recommencer en bas de l'échelle et de montrer aux Israéliens qu'on a l'esprit, on a la volonté, on a l'énergie pour avancer, pour faire bouger les choses, et que c'est valorisé et qu'on vous valorise pour prendre encore plus de responsabilités. Mais oui, clairement. Est-ce que vous n'avez pas le même nom donc en France et ici? Est-ce que vous êtes différent? Vous étiez différent quand vous étiez en France. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez repris votre nom de Ben Ishaï? Non, c'est pour moi non, il n'y a pas de, c'est pas autour de mon nom, non, il n'y a pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui est resté profondément ancré en moi et qui a créé souvent mon incompréhension du fait communautaire. C'est que moi, j'ai structuré mon identité à 16 ans quand je suis arrivé et la structuration de cette identité, j'étais juif citoyen d'un État. Et ça, cette façon de percevoir l'identité, c'est-à-dire, je ne suis pas juif en diaspora, je ne suis pas une minorité dont une partie de l'identité revient à se montrer différent pour pouvoir exister dans la société, qui n'est pas une société, qui n'est pas un État juif. Mais quand on se structure ici, et c'est ce que vivent les Israéliens, il n'y a pas de question identitaire pour les Israéliens. Les Israéliens ne se posent pas la question d'identité juive. On va à Pourim, tout le monde est dans la rue et fait la fête pour Pourim, on se déguise, on raconte l'histoire d'Esther et d'Arachver. Ça fait partie de la culture ici d'une personne qui vit, qui grandit, qui a ses enfants à l'école. Le judaïsme fait partie de sa vie. Alors pas nécessairement le judaïsme très observant, à l'arrique, de la cacheroute et du Shabbat, mais ce qui fait profondément la tradition et la culture juive. Et donc, vous êtes à la fois dans ce bain identitaire, tout naturellement, et en même temps un citoyen. Et être un citoyen juif dans cet État, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un juif en diaspora. Pourquoi? Rien à voir. Qu'est-ce qui change? Je crois je crois qu'on n'a pas besoin. Je le disais tout à l'heure, il y a une part de l'identité juive, du juif diasporique, qui repose sur le fait de séparation, pas d'union. J'ai besoin de vivre séparé de l'écosystème dans lequel je suis pour continuer à transmettre mon identité. C'est très compliqué. Je ne parle pas du judaïsme américain, je le connais moins bien et je pense que les choses sont différentes. Mais je parle en France. C'est
ou alors on vit dans l'espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que je suis juif à la maison, dans ma petite communauté, et puis ensuite j'arrive au travail, et puis là... Et donc, soit on accepte cette espèce de clivage et de schizophrénie identitaire, soit on a tendance à se replier, et on n'existe dans la société où on est que par l'effort qu'on fait pour se différencier de l'autre. Et ça ne produit pas la même chose sur son identité juive que lorsque, ici, on est dans un bain identitaire qui ne... Alors, évidemment, la différenciation ici, elle se pose au niveau national, dans un conflit qu'on a avec les pays arabes environnants. Maintenant, on n'est plus en conflit avec eux, mais avec les Palestiniens. Là, mais les Juifs ici, il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a les religieux, les orthodoxes, etc., mais ça ne se pose pas de la même manière parce qu'il y a un élément qui est commun, c'est qu'on est tous citoyens d'un État. Et je pense que le judaïsme, l'expression du judaïsme est différente quand elle évolue dans un État de droit qu'un judaïsme qui évolue comme exception dans un État de droit qui le reconnaît plus ou moins. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu moins juif ici, si on entend juif par le mode diasporique précisément, où on a été désigné comme juif par les autres, et que là, on se retrouve autre chose, israélien, ou peut-être en mutation vers une autre identité? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas si en lisant Amos Oz, en lisant Aleph Bet Yehoshua, je ne sais pas si en lisant les écrivains israéliens qui ont des références permanentes au judaïsme, je ne sais pas si on est moins juif. Voilà. Si on définit qu'être juif, effectivement, et on placerait un niveau de judaïté en fonction du niveau d'observance, alors il est possible que beaucoup de juifs qui ont fait leur alia, il y ait un tassement de leur niveau d'observance. C'est possible. Certains vont être confortés parce qu'ils ont tout le cadre pour pouvoir vivre. Beaucoup de gens qui ont fait leur alia à Jérusalem vivent dans un environnement de leur judaïsme qui est religieux, j'entends observant, qui est formidable. Ils se retrouvent le Shabbat, il y a une ambiance, etc. Et donc, mais c'est vrai qu'on pourrait être amené à venir ici. Mais est-ce que ça veut dire être moins juif parce qu'on est un peu moins observant, alors qu'on vit dans un État qui est marqué fondamentalement dans le marbre par le fait que c'est un État juif? Et pour vous, il y a eu des évolutions sur ce plan? C'est resté... Non, c'est resté relativement... ma pratique est restée plus ou moins la même. Elle est pas... toutes les fêtes, et j'adore donner du sens aux fêtes, et donc marquer ces moments-là par du vécu, avec les amis, en famille. Là, j'ai emmené mon fils, il y avait une grande marche, une parade de Pourim dans la ville où je travaille, et donc c'était formidable, avec toutes les écoles de danse, les écoles de musique, et les gamins vivent ça à l'école, on raconte ça, comme en France, on raconte l'histoire du petit Jésus. Enfin, aujourd'hui, la laïcité fait que... Mais bon, moi, je sais que mes gamins à l'école, ils ont grandi avec le Père Noël, le sapin. Il n'y a pas la crèche, mais bon, voilà. Il y a des choses qui profondément marquent la société. Et ici, dans la société israélienne, ce judaïsme-là fait partie du socle commun des gens qui y vivent. Est-ce que hébreu, ça signifie quelque chose pour vous, cette identité l'hébraïté on dit le calendrier hébraïque, malgré tout, la langue hébraïque, la poste. L'université hébraïque de Jérusalem où j'ai étudié. Voilà. Et tout d'un coup, ce mot qui est associé à certaines notions, on a du mal à comprendre ce qu'il signifie aujourd'hui, et pourtant peut-être qu'il fait partie de cette identité israélienne. Oui, parce que vous parle dans la conception même de hébreu, ivri, il y a le fait d'être ancré sur cette terre-là. On devient juif et nommé comme tel dès lors où on part en diaspora, ou dès lors où on... mais hébreu, effectivement. D'ailleurs, au début, dans les éléments de langage du sionisme, il y a l'avoda ivrite, le travail hébraïque. Oui. Ça voulait dire quoi, ça, le travail hébraïque? Parce que ça veut dire que c'est ce juif qui est là, en lieu et place, d'où étaient, il y a 2000 ans, ses ancêtres, qu'on appelait les Hébreux. Les Hébreux, c'était ce peuple qui était là, sur cette terre, dans ce lieu, et qui devient le peuple juif, enfin, en exil. Voilà. Et maintenant qui redevient hébreu, alors. Et qui redevient, oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les fondateurs de la pensée sioniste parlent de ivri hébreu.
et donne pas seulement la langue ivrite, mais donne au mot hébraïque un ensemble de... D'ailleurs, on peut même faire le parallèle. Vous aviez en France, il y a un judaïsme français qui existe depuis presque toujours en France. Et donc vous aviez les Israélites. Et les Israélites, quelque part, étaient consubstantiels de l'identité nationale française. Et il y a un passage de l'Israélite au Juif au milieu du XXe siècle. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, ça fait partie de la désignation. Mais en quoi un Juif, sur sa terre, est-il un Juif différent ? C'est simplement... Je ne peux pas répondre de façon théorique. De façon pratique, il est différent parce qu'il y a une réalité à laquelle il est confronté. Et ça fait partie des éléments du fossé qui s'agrandit entre les Juifs de diaspora et le Juif israélien. Être sur sa terre, ça veut dire la travailler, ça veut dire construire sa société, et ça veut dire se battre. Parce que la réalité auquel on est confronté encore, elle est dans ces éléments-là de vécu, du conflit, et c'est quelque chose qui éloigne énormément le vécu juif diasporique et le vécu israélien. On se bat à la fois en interne, sur toutes les dérives internes auxquelles on est confronté et dont on est conscient plus ou moins dans cet État, que ce soit le racisme, que ce soit le rejet de l'autre, la xénophobie, les tensions, mais c'est aussi un conflit objectif avec des attaques. Je veux dire, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous étiez arrivé ou pas, je crois qu'il y a eu une soixantaine de roquettes tombées dans Otef Haza, la région qui est autour de Haza. Voilà, on est en conflit depuis 10 ans avec le Hamas, qui est émaillé par des moments de guerre où on rentre, où on attaque, et ça fait des morts civiles, et c'est insupportable. Voilà. C'est pas... donc, être ici juif, c'est aussi construire son État, construire le futur, vivre son judaïsme religieux, on va dire, plus ou moins de façon apaisée. Mais c'est aussi se battre en interne pour construire cette société, une société jeune, et puis se battre concrètement. Puis c'est aussi faire avancer ce pays. Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne une société comme les autres, ou est-ce que ce n'est pas un risque ? D'un côté, il y a une forme de... C'est ça qui est... Il y a une forme, effectivement, de banalisation. C'est un processus nécessaire, c'est-à-dire d'être un État comme les autres. Oui, on veut sa voiture, super modèle. Oui, on veut sa super villa. Donc il y a un côté comme ça qui ressemble à... On veut que ce soit calme, on veut la meilleure école pour ses enfants, on veut la meilleure activité de musique et de danse. Donc quelque part, si on regarde comme ça un petit peu... mais étonnamment, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas être comme les autres tout à fait. On pourrait tomber... C'est étrange parce qu'on retrouve là les paradoxes qu'il y a dans l'antisémitisme. Donc, on pourrait être un État comme les autres, mais en même temps, on ne nous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire que la communauté internationale ne nous laisse pas trop le choix que de pousser des coudes et de devoir revendiquer. Et on ne peut pas juste être oublié tranquillement dans un coin de la planète. C'est-à-dire quelque part, il y a une forme de banalisation dans la société qui fait qu'on devient un État comme les autres, mais d'un autre côté, on n'est pas un État comme les autres et on nous le rappelle suffisamment souvent. Déjà parce que le conflit n'est pas traité, mais... voilà. Israël devient le juif des nations, comme on dit. Exactement. D'une certaine manière. Ouais. Et le fait d'accéder à une étape nationale, enfin un niveau national, pour la première fois depuis la destruction du Temple, finalement, retour à la nation, retour à cette hébraïté dont on parlait, ça permet à Israël aussi de parler dans le concert des nations différemment, c'est-à-dire d'avoir une position qui n'est plus une position d'influence ou d'échange au niveau communautaire avec une nation, mais au contraire de pouvoir parler d'égal à égal avec la communauté internationale en tant que nation. Est-ce que ça, c'est un élément qui vous paraît déterminant pour le rôle d'Israël ensuite, de manière plus large peut-être, dans son développement ? Moi, je dirais que ça m'amène à aborder mes opinions politiques et je ne suis pas certain... Alors, il y a un élément qui est sûr. Le fait de dire au monde,
c'est l'État des Juifs. Et malgré les conflits, malgré les guerres, on est là et on n'a absolument pas l'intention de lever le pied. Et, donc ça, c'est un discours nécessaire, mais finalement, c'est le discours de tous nos chefs d'État, de Ben Gourion à aujourd'hui Netanyahou. Donc, je ne suis pas trop fan de ce que notre État, à travers son gouvernement, dit au monde aujourd'hui. Par contre, c'est ça qui est assez étonnant, je trouve qu'en tant que nation, on n'est pas qu'une nation politique. On est une nation scientifique, on est une nation culturelle, et je trouve là qu'il y a un espace d'affirmation et de rayonnement qui est reconnu aujourd'hui, que ce soit en matière de high-tech, aujourd'hui sur Israël est une des plus grandes puissances d'intelligence artificielle. BMW ou Mercedes vont vous dire, si on a besoin de créer un centre de recherche et développement en intelligence artificielle, c'est en Israël qu'on vient, sur la voiture autonome, etc. Ils sont là. Il y a ici un nombre phénoménal de centres de recherche et de développement, de Intel, de IBM, de Google, de Facebook. Donc il faut bien voir que Israël rayonne aujourd'hui par son excellence sur les nouvelles technologies, sur la recherche médicale. Donc il y a des domaines où on dit des choses au monde. Et environnemental, alors, non, sur l'eau, avec la France, Israël est un des pionniers de la désalinisation, de traitement de l'eau, etc. Ça, c'est clair, sur ce domaine-là, mais ça commence déjà dans les années 60 avec Netafim qui fait le goutte à goutte et qui est une révolution pour l'agriculture. Donc, moi, je trouve qu'Israël rayonne par ses capacités scientifiques, culturelles, de danse moderne, par exemple. Voilà. Sur ses capacités, sur ce qu'elle pourrait rayonner au niveau... voilà, on n'a pas un Dalai Lama et on n'a pas un pape. On n'a pas de grandes autorités rabbiniques qui rayonnent de par le monde. Alors peut-être qu'il y a le rabbi de Lubavitch, jusqu'où il rayonne, je ne sais pas. Mais au moins ici, c'est ni par sa forme de gouvernance, ni par sa spiritualité qu'on rayonne à travers le monde, de mon point de vue. Et pourquoi ce ne serait pas un modèle de société aussi, selon vous, puisque vous parliez beaucoup des conditions sociales, environnementales, et de créer cette société, peut-être différente des autres. Exact. Mais moi, je reviens à des sources. Est-ce que ce modèle-là, il est encore aujourd'hui d'actualité, ce modèle d'être un modèle de société, d'organisation de la société, je crois qu'aujourd'hui, comme toute période où la population veut consommer, on est très fort dans le consumérisme et l'individualisme. Et qu'émergent ici et là, certes, des discours de la société civile pour une société plus juste. Et moi, je rattache ça fondamentalement aux pierres angulaires du sionisme. De mon point de vue, il y a dans le sionisme un élément d'idéal de société qu'on a un petit peu passé à la trappe. Il y a une translation qui s'est faite dans l'idéologie sioniste, et c'est ce qui fait qu'on va pointer du doigt le sionisme comme un racisme, c'est qu'il y a une translation qui s'est faite dans la conscience israélienne entre le sionisme des pères fondateurs et le kibbutz, et donc qui rêvait d'une société plus juste, égalitaire, de partage, avec un sionisme qui s'est incarné dans la colonisation, dans les gens qui ont continué à développer le Ishuv ivri, de coloniser la terre. Et donc, quelque part, la représentation du sioniste de ces dernières décennies s'est centrée sur les colons, comme s'il poursuivait le travail des pères fondateurs, des pionniers qui ont créé l'État. Et je pense que ça crée fondamentalement un malentendu dans la perception qu'on a aujourd'hui moderne du sionisme, c'est le sionisme est un racisme. Effectivement, si on poursuit le fait que le sionisme se centre sur une population qui vient occuper un territoire et repousser la population arabe, alors effectivement, ce sionisme-là amène à renforcer l'occupation, et quelque part à créer un statut particulier pour une autre population. Mais moi, ma lecture du sionisme, elle n'est pas là. Elle est dans les fondements, et dans les fondements du sionisme, il y a le fait de construire une société beaucoup plus juste, de partage, où il faut bon vivre. Et ça, c'est à construire. Aujourd'hui, les Israéliens sont quand même beaucoup marqués par le fait d'être pour eux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'Israélien ne veut pas être le frayeur, le pigeon. C'est très fort, c'est très puissant. Je ne suis pas le pigeon de qui que ce soit. Donc je ne vais pas me faire avoir, je ne vais pas me faire enrouler dans la farine.
D'ailleurs, on aime bien Bibi parce qu'on a l'impression qu'il c'est un malin, il ne se fait pas enrouler dans la farine. Il enroule tout le monde dans la farine. Ce n'est pas un frayeur, ce n'est pas un pigeon. C'est très fort dans la pensée israélienne. Donc il y a quelque chose de très individuel, de très je me défends. En même temps, si on réfléchit, qu'on comprend quels sont les traumatismes sous-jacents à ce type moi, je sais que je travaille sur l'environnement et qu'on dit, bon, écoute, il faut que tu mettes en avant quel est l'intérêt immédiat qu'ils vont trouver à faire quelque chose. Donc il faut les renforcer positivement avec soit de l'argent, avec soit un truc sympa. Je dis, mais et pourquoi on ne serait pas à partager et à dire que c'est bien pour la santé de nos enfants? Non, non, ça, ils n'entendent pas trop. C'est étonnant. Mais donc il y a un côté tout de suite d'intérêt immédiat. C'est quoi mon intérêt dans ça? Et attends, je te parle de la santé de tes enfants. Oui, mais tout ça, c'est très général. Moi, je veux, concrètement, c'est quoi mon intérêt? Donc on a du boulot. On a du boulot ici pour faire en sorte que cette société soit plus juste. Et les données ne sont pas bonnes en termes de transport, en termes de fossés socio-économiques qui se créent entre des parts entières de la société qui stagnent avec des salaires. Et puis vous avez des franges du high-tech qui montent à des salaires qui sont phénoménaux. Donc vous avez une petite frange qui décolle au niveau de des moyens. Et puis le reste de la société qui est en souffrance. Il faut le dire quand même aussi, ça. Pourtant, là, dans les quelques entretiens que j'ai déjà eus cette semaine, les personnes notaient qu'il y avait, malgré tout ce que vous dites là, une solidarité plus grande entre les gens, dans l'environnement, enfin les voisins, etc. Est-ce que ça va de pair aussi? Est-ce que c'est différent? L'individualisme n'est pas poussé au point que chacun Alors déjà, épie son voisin ou veut être en rivalité avec lui. Alors déjà, ce qu'il faut... oui et non. Premièrement, la base de la solidarité en Israël, on se lève tous comme un seul homme, c'est sur des questions sécuritaires. On nous attaque. C'est un truc qui est puissant dans l'inconscient collectif. On met les choses de côté. C'est ce que disait Yeshaoul Leibovitch. Il disait, on est tous unis sur un tank. Mais pour se retrouver à table et manger ensemble, ça c'est plus compliqué. Toi tu manges kasher, toi tu manges pas kasher, toi etc. Mais pour être sur un tank, tous ensemble, comme un seul homme, pour faire face à nos ennemis, donc il y a une base de la solidarité qui est une base de la solidarité qui fait qu'on a construit ensemble ce pays, on le défend ensemble, ce sont nos enfants qui se marient avec les enfants des uns et des autres. Donc oui, il y a ça. La deuxième chose aussi qui fonde c'est que c'est un État qui ressemble pas mal aux États-Unis de ce point de vue, c'est un État de migrants, donc de communauté. Donc c'est un vrai État de communauté. Et donc ces solidarités-là, elles reposent sur des communautés migrantes, en partie. Elles reposent aussi sur des tribus. À l'armée, on était ensemble. Moi, je travaille avec des gens où, quand on regarde les cadres qui sont là, ils étaient tous plus ou moins dans la même unité. Lui, c'était le sergent et le lieutenant d'un tel qui l'a fait venir bosser avec lui. Donc vous avez de façon très informelle des tribus comme ça qui constituent. Et ce sont les bases des solidarités. Donc vous avez des espèces des communautés migrantes, ça c'est moins, aujourd'hui 80 ou 90% d'Israéliens sont nés ici. Donc, et puis vous avez d'autres communautés, on était à l'école ensemble, on a grandi dans le même moshav, ou dans le même kibbutz, ou dans la même ville, on était au lycée ensemble, puis ensuite on était à l'armée ensemble. Donc vous avez ces tribus-là, et puis c'est un petit pays. Donc oui, de ce côté-là, les solidarités existent. Et puis effectivement, quand on appartient à une même synagogue, donc il y a une solidarité, mais ça n'empêche pas que sur la construction du projet. Et c'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale. C'est pas la question du projet qui unit les gens. Il y a personne. C'est pas ça qui intéresse les Israéliens. Les Israéliens, ce qui intéresse, c'est est-ce que je vais être en sécurité, est-ce que je vais bouffer. Voilà. Les questions sécuritaires et économiques, proper, netto. La production d'un discours sur quelle société on a envie de produire, c'est pas quelque chose qui... Donc, pour moi, il y a mais évidemment, si ça marche aussi bien, malgré tout, ce pays, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais plein de choses qui vont formidablement bien, c'est parce qu'il y a cette solidarité, il y a ces communautés. Mais vous savez, Denis Sherbit a écrit un bouquin sur les paradoxes de cette société. Je crois que ça fait partie des paradoxes. Il y a des choses qui sont à la fois qui tirent l'individualisme au maximum sur des comportements consuméristes. Et d'un autre côté, il y a des éléments de base, ce qui fait qu'on a l'espoir. Parce qu'il y a ce vécu commun, parce qu'il y a ces histoires, ces communautés de destin
qui fait qu'il y a des éléments de solidarité, qui fait que la société n'éclate pas, n'est pas morcelée. Est-ce que le jeune David, qui avait 16 ans et qui voulait des réponses à ce mystère, a aujourd'hui ces réponses, ou peut-être s'est trouvé devant d'autres mystères? Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce long parcours qui a commencé en Israël et qui s'est poursuivi ensuite m'a fait avoir une profonde tendresse pour la tradition juive. J'ai une profonde, un respect et une tendresse pour ce que recouvre le judaïsme. Ça ne fait pas de moi quelqu'un nécessairement religieux observant, mais j'ai un amusement, un émerveillement dans le pile-poule talmudique, c'est-à-dire cette espèce de débat permanent qui fait qu'on rentre dans tel détail et puis on émet des hypothèses. Et ce débat-là, cette discussion-là, cette respiration-là m'a toujours passionné, m'a toujours émerveillé. Et donc oui, j'ai découvert ça dans le judaïsme, j'ai découvert un véritable trésor. Je pense qu'il y a une profonde richesse dans le judaïsme. Le judaïsme, au sens, pas le judaïsme nécessairement halachique du fait qu'il faut faire ou ne pas faire, mais dans la construction exégétique autour du texte, il y a un univers de pensée qui, moi, m'a toujours fasciné. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel je me suis... Et c'est pour ça que j'ai du mal... Je ne suis pas un bouffeur de curé. Voilà. J'ai du mal à être anti-religieux. Je ne peux pas être anti-religieux. Je respecte profondément, au titre que, dans la pratique, les gens vont continuer à faire vivre et respirer ce qui s'est structuré depuis des millénaires. Donc, j'ai un profond respect pour ça. Et un peu plus de connaissances. Pas beaucoup plus, je ne suis pas érudit, mais un peu plus. Et donc, beaucoup plus en paix avec ces questionnements identitaires. Après, il y a des questions identitaires qui sont en deçà, qui sont existentielles, sur qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Mais j'ai apporté des réponses au fur et à mesure des choses dans lesquelles je me suis engagé et auxquelles j'ai donné le meilleur de moi-même pour évoluer. Voilà. Ici, paradoxalement, on a l'impression que les gens ne font pas beaucoup de métaphysique, ou que la question métaphysique, la projection, comme vous avez l'air de le dire, sur le plan politique aussi, on est dans le présent. Ça suffit finalement à occuper. C'est une préoccupation de savoir comment on doit répondre aux sollicitations immédiates. Bah oui, on est beaucoup dans le présent à partir du moment où on est pris dans cette dynamique de la satisfaction immédiate. Mais peut-être qu'il y a aussi un avantage à être dans le présent, parce qu'on sent une vitalité finalement plus grande qu'ailleurs ici, enfin que dans d'autres pays. C'est un pays jeune. Hein. Oui. C'est un pays jeune. Déjà, pour le dire, je crois que la moyenne d'âge en Israël c'est de 29 ans. En France, la moyenne d'âge elle est de 39 ans. Donc ça donne un. Donc quand on prend toute la population et qu'on fait une moyenne, donc c'est un pays jeune déjà. C'est un pays qui a une particularité. Et puis après des choses qui sont profondément liées à la mentalité israélienne, de rechercher, de curiosité, d'inventivité. Donc je crois que c'est ça qui donne ce côté effervescent. Et puis dans le présent, c'est aussi parce que quand se projeter dans le temps, ça veut dire qu'à minima, l'environnement dans lequel on est relativement stable. Et donc, si c'est relativement stable, on peut se projeter. Quand on vit depuis des décennies des situations de conflit, c'est-à-dire de rupture dans le présent, de quelque chose qu'on imagine comme stable et qui tout d'un coup est traversé par une rupture, c'est plus difficile de se projeter. Est-ce que ça arrivera jamais ce moment où on dit qu'ici tout peut se bouleverser en 24 heures? Il faut remettre les choses en perspective. Moi, je crois que depuis 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël, il ne faut pas oublier qu'on est passé par la guerre on est passé par des guerres qui ont mis en conflit l'État d'Israël aux nations arabes autour de nous. Mais on n'est plus dans cette cas de figure-là. On n'est plus aujourd'hui. Alors évidemment, il y a l'Iran, etc. Mais personnellement, je ne crois pas. Mais ça reste quand même une menace et on reste attentif. Mais globalement, la société, c'est ce qui a permis aussi à la société israélienne de se développer à beaucoup de niveaux. Même s'il y a beaucoup de challenges qu'on a aujourd'hui dans la société, mais il n'empêche que la société s'est éminemment renforcée, éminemment développée.
et que c'est un État dont on peut être fier dans ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a des éléments de conflit qui sont encore présents, mais on n'est plus, quand même, de mon point de vue, on n'est plus dans les mêmes enjeux existentiels qu'il y avait lorsqu'on se confrontait à l'Égypte, à la Jordanie, à la Syrie qui ne représente plus vraiment une menace, qui sont même dans un état d'effondrement. Donc, oui, ça existe, et ça fait partie de l'inconscient collectif qui a structuré la mentalité et le vécu israélien, mais on n'est plus... Reste un conflit qu'on n'a pas solutionné encore avec les Palestiniens, voilà. Mais qui est très complexe. Et ce conflit, on a l'impression qu'il est sorti aussi un peu, par exemple, de cette campagne électorale. Il est sorti de la préoccupation des Israéliens au sens que ce serait un problème urgent ou un problème important. Vous qui êtes un militant de gauche, ouais. Est-ce que vous avez aussi encore des moyens d'agir, de vous faire entendre? Ou est-ce que on passe à autre chose forcément parce que ce combat-là est un peu effacé de la société? Je crois qu'il est effacé. Je crois que la position de gauche aujourd'hui, position éminemment complexe, et pour être très franc, on a perdu un peu de cette énergie, cet espoir. Moi, j'étais un fan absolu d'Yitzhak Rabin, de ce processus qui était engagé, et il y a une profonde désillusion, mais elle s'est doublée par l'adhésion que j'ai eue par rapport à mon gouvernement, mais aussi par rapport aux leaders en face. Et donc, je rêve encore d'un SDR, qu'on puisse résoudre ce conflit. Et je sais que ça prendra énormément de temps. Dans la conscience israélienne, au quotidien, les territoires ne sont pas dans la cartographie de la terre des Israéliens dans leur grande majorité. On ne va pas là-bas, on ne considère pas. J'étais récemment invité à une journée de présentation de la planification des transports en commun à l'horizon 2040, donc tous les grands plans qu'on fait sur les lignes de chemin de fer, etc., parce qu'il y a toute une dynamique qui est engagée. Et en fait, vous voyez le plan, donc les lignes qui vont arriver jusqu'au lac de Tibériade, jusqu'au nord, et puis Beersheva, et puis Eilat. Et puis il y a une espèce de trou noir, c'est la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'en fait même, c'est ça le paradoxe aussi, c'est que en même temps, on n'y pense plus, mais en même temps, il sort de notre conscience. C'est-à-dire ce lieu-là, on ne l'intègre pas dans les projections qu'on a, dans la façon dont on voit le pays à l'horizon 2030-2040. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas le moment de faire la paix, on n'a pas d'interlocuteur, on a l'impression... mais d'un autre côté, on ne se projette pas comme si le problème n'existait pas, puisque quelque part, il est isolé, on n'en parle pas, on n'y va pas. Donc, quelque part, qu'il soit là ou qu'il soit autonome, si ce n'est le fait que la crainte qu'on a de voir la Cisjordanie s'autonomiser, c'est de se retrouver avec le même schéma qu'on a avec le Hamas à Gaza, mais à part ça, à part cet élément sécuritaire, évidemment, qui tout de suite fait craindre aux Israéliens qu'à nouveau, parce que là, pour le coup, c'est 15 bornes, hein, et donc là c'est au lance-pierre, hein, vous faites... donc, à part cet élément-là, de perte de confiance dans le partenaire en face, mais à part cet élément-là, la Cisjordanie, ce n'est pas quelque chose qui est dans le vécu des gens. On ne va pas en pèlerinage. Alors, il y a quelques un petit peu illuminés, ils vont à Hebron, tout ça, mais globalement, les Israéliens ne vont pas faire des grandes balades dans le désert de Judée. Voilà. Ils vont en Galilée, ils vont au lac de Tibériade. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est ça le paradoxe. Donc, on ne s'en occupe pas parce qu'on se dit, ce n'est pas le moment, on n'a pas d'interlocuteur en face de nous, mais quelque part, on n'est pas dans une logique hégémonique où on va se dire, on va mettre la main sur ça et petit à petit, on va foutre tous les Arabes dehors. Non, c'est pas ça. On a isolé, on isole les problèmes parce qu'ils sont douloureux et parce qu'on a l'impression que pour l'heure, ils ne sont pas solubles. Ah, top. Qu'est-ce qu'il y a derrière les t-shirts jaunes? C'est marqué quoi? C'est le nom de l'école. Ah, d'accord. Nous sommes la première génération. Tareli Makatouf, Anachnu Ador Arishon. Nous sommes la première génération qui comprend
et la dernière qui peuvent changer la réalité. Caffè?